Aujourd'hui, je me trouve avec Irina. Rien que le prénom déjà, c'est tout un programme. Alors, je vais vous raconter un petit peu, moi, la rencontre que j'ai faite avec Irina, parce que je ne la connaissais pas. On s'est rencontrés à l'école des Gemmes. Irina était devant un microscope. Elle revenait d'assez loin. Et Fabienne, de l'école, m'a dit « Anne, va voir, ça vaut le coup, elle a un truc, ça devrait t'intéresser ». Alors côté j'aime, c'est vrai que là j'ai fait un saut dans toute la curiosité avec Irina parce qu'elle m'a montré des pierres. Je vais vous les décrire juste comme ça en deux temps. C'est des pierres vertes, mais elles viennent de loin. Elles viennent de l'Oural et ce sont des émeraudes. Et jamais dans votre vie, vous n'avez entendu parler des émeraudes de l'Oural. En règle générale, vous entendez parler des émeraudes de Colombie, d'Inde, d'Afrique, de continents comme ça. Et déjà, ça vous fait voyager. Or là, elles ont... Irina d'ailleurs va nous en parler parce qu'elle maîtrise parfaitement le sujet, d'abord parce qu'elle est gémologue et parce que c'est sa spécialité, cette pierre-là. Je vais vous laisser en compagnie de Irina. C'est elle qui va vous dévoiler un petit peu son profil. Alors, pour que ce soit clair, on est dehors. On est dans la rue, dans un jardin. Donc, vous allez entendre des bruits de rue, de choses comme ça. Vous ne vous inquiétez pas. C'est post-confinement. On essaie de faire simple, mais rien n'est simple, ce post-confinement-là. Donc, je vous présente Irina, et c'est elle qui se présente. Ben voilà. Bonjour tout le monde. C'est la première fois, c'est une première expérience pour moi, mais je suis au micro pour vous. En effet, on s'est rencontrés très rapidement à l'occasion qu'Anne a raconté. Alors après, il y a eu quelques autres rencontres. Et elle m'a vue avec cette pierre verte, certainement. D'ailleurs, j'ai du mal à me souvenir de ce moment précis. Mais c'est vrai parce que je viens souvent pour voir Fabienne et pourquoi pas aider les étudiants qui se préparent pour leurs examens. Alors, en effet, l'émeraude, c'est une pierre qui n'est pas connue, en tout cas l'émeraude russe, parce que je rencontre que les gens toujours sont étonnés quand on prononce qu'il y a l'émeraude en Russie. Elle était connue jadis, c'est-à-dire il y a quelques siècles, cette pierre-là, elle était bien connue que l'émeraude existait en Russie. Mais depuis, on ne se souvient plus, et voilà, cette information, elle ne circule plus dans le monde. Et pourquoi ? Tout simplement parce qu'il n'y a pas une production industrielle qui sort de la Russie. Il y a une production industrielle, mais elle ne circule pas sur le marché mondial. Alors, pour présenter un petit peu cette pierre verte, l'émeraude, elle fait partie des béryls. Et sa caractéristique, elle est enrichie en chrome. Il faut savoir que si la pierre va être verte, ça sera béryl vert, mais il n'y aura pas de chrome, ça ne sera pas une émeraude. Ça, c'est très important parce qu'il y a aussi émeraude et parfois l'émeraude sera aussi s'il y a de vanadium. Mais en cas d'émeraude de Russie, elle est enrichie en chrome. Alors, qu'est-ce que je peux présenter aussi? Qu'est-ce que je peux dire de cette pierre-là? Et bien entendu, la couleur. Comme vous savez, l'émeraude, c'est toujours de couleur verte. Mais il ne faut pas oublier que le vert, il porte aussi de différentes tonalités. Et les tonalités d'émeraude, il peut avoir un petit peu de tonalité bleutée, un petit peu tonalité jaune, un petit peu de plus clair ou plus foncé. Et la particularité des émeraudes russes, c'est qu'il est un petit peu jaune. Ça veut dire on dit que c'est une couleur d'herbe fraîche. Voilà, l'émeraude russe, c'est couleur d'herbe fraîche. Alors, moi, pour l'avoir vue, cette émeraude, pour vous donner une idée, quand vous voyez une émeraude de Colombie, elles sont souvent d'un vert dense, d'un vert foncé. La particularité de cette émeraude de l'Oural, c'est sa légèreté dans le vert.
c'est cette touche de jaune. Mais quand on dit qu'il y a une touche de jaune, vous savez, on a tous dans l'œil des couleurs et c'est jamais facile d'en parler, encore moins d'en parler à l'oral sans support. Mais elle n'est pas, je dirais, dark. Elle n'est pas sombre, elle n'a pas cette force que celle de Colombie a. Elle est beaucoup plus dans la légèreté. Et puis elle a une brillance que n'a pas l'émeraude de Colombie. Et peu importe la taille, parce que certaines fois c'est aussi dû à la taille, la brillance, ça lui donne un élément plus. Celle-ci, ce n'est pas le cas. C'est-à-dire qu'elle est... tout de suite, elle vous intéresse, elle vous attire l'œil, elle intéresse l'œil du fait que sa forme, sa couleur est beaucoup plus légère. Je ne sais pas quel est d'autres mots dire pour ça. Je vais laisser Irina. Je vais essayer de compléter. En effet, la particularité, ce que j'ai remarqué en tant que gémologue, il y a beaucoup de brillance à l'intérieur. Tu as déjà dit, mais j'essaie de le redire. Ils ne sont pas aussi foncés, mais il ne faut pas oublier que les émeraudes, de toute façon, la présence des inclusions, ça ne dévalorise pas complètement l'émeraude. Je ne dirais pas non plus que ça lui donne de la valeur, mais ça, on dit que ça orne la pierre. C'est une seule pierre, d'ailleurs, dans la gémologie, dans le monde des pierres, qui est autorisée d'avoir tant d'inclusion. Tant d'inclusion parce que c'est déjà la nature, il n'arrive pas à faire autrement, disons ça. Elle est toujours en présence d'inclusion. Il faut, si je reparlerai un petit peu sur la valeur de l'émeraude, il faudra dire que il y a trois aspects. Il y a la couleur, il y a la présence d'inclusion et bien sûr il y a la taille. La couleur, comme vous savez, plus elle est intense, plus elle est brillante, ça va augmenter un petit peu le prix. Pareil, si c'est les inclusions, comment elles vont être dispersées sur la pierre? Est-ce qu'ils vont se positionner au centre, sur les bords? Est-ce que ça va être homogène? Ou il va y avoir les endroits où c'est plus, qui va assombrir plus la pierre ou bien plus éclaircir? Idéal que les inclusions soient homogènes sur toute la pierre. Ils peuvent être en grand nombre, mais il faut que la lumière arrive quand même à passer à travers la pierre pour sauvegarder cette brillance. Moi, j'ai une question, Irina. C'est comment toi, dans ton parcours, tu as rencontré cette pierre? Alors, bien sûr, tu es russe, bien sûr, tu es gémologue, mais comment ça se croise à un moment avec l'émeraude? Parce que ça fait 3 éléments. En effet, j'ai entendu parler qu'il y a des émeraudes en Russie, dans un premier temps aussi. Je me dis, mais comment ça se fait que tout en ayant vécu en Russie, je ne les ai pas vues? Il y a une chose importante, intéressante, disons, comme historiquement. Comme chez tous les grands-mères, on avait des bijoux. En Russie, et moi j'ai vécu en Union soviétique, tous les bijoux qu'il y a circulé, c'était les synthèses. Et ça, j'ai réalisé seulement maintenant, ayant fait les études de gémologie. Mais je ne savais pas, j'ai vu des grosses pierres circuler en Russie régulièrement. Les grands-mères transmettaient les bagues, les boucles d'oreilles avec les très très grosses pierres. Et j'avais l'habitude, je ne connaissais pas leur valeur. Et bien sûr, il était nommé émeraude, il était nommé saphir et rubis. C'est-à-dire, nous avions eu les tonnes. Mais personne ne marquait jamais que c'est de synthèse au naturel. Et ça, quand j'ai hérité des bijoux et ayant fait des études de gémologie, et j'ai réalisé que toutes les pierres que j'ai vues jusqu'au présent, c'était les synthèses, qui étaient les plus pures au monde, les plus brillantes, les plus colorées et intenses en couleur. Et voilà. Et je me suis dit, ça veut dire que dans mon pays, il y a les émeraudes, mais je n'ai jamais entendu parler et je n'ai jamais vu une grande quantité de ces pierres-là. Pourquoi et comment? Cette question-là a été posée. Bien, après, en effet, j'ai appris dans quelle région ça se trouve. Ça se trouve, les émeraudes, dans l'Oural. Il y a un seul endroit en Russie, c'est l'Oural, qui produit les émeraudes. Et je suis en contact avec nos collègues gémologues russes qui organisaient déjà les voyages en Russie. C'est-à-dire les voyages gémologiques, les déplacements avec les guides qui sont de la région et qui pouvaient nous montrer les endroits des mines, des productions et tout ce qui est lié avec les pierres.
c'est de cette façon-là, je me suis dit c'est une occasion en or d'être guidée par quelqu'un qui connaît la région, qui est né, qui a vécu tout le temps ici. Et de cette façon-là, nos collègues gémologues russes, d'ailleurs on est toujours en contact avec eux et souvent je passe par eux, c'est plus facile, ils sont sur place et c'est plus convivial d'ailleurs, on s'amuse bien pour vous dire. Alors, quand on s'est rencontrés, il y a quelques mois de ça, tu m'avais déjà alléché avec un voyage, parce que tu devais, pour un voyage pareil, d'initiation, de découverte de cette émeraude de l'Oural. Et donc, ce que je comprends, c'est que tu le fais en fin de compte en concertation avec ces gémologues russes, et tu emmènes des gémologues français, ou pas des gémologues d'ailleurs, des gens curieux qui veulent découvrir dans l'Oural et pour découvrir toutes ces mines, découvrir cette pierre. Je vais te laisser en parler parce que je trouve ça fascinant. Merci, tout à fait. Mon idée était la découverte des pierres, mais vraiment qui font partie de la culture. Il faut savoir que les pierres en Russie font partie de la culture. Nous, la Russie, elle a toujours été le producteur des pierres. Par exemple, en comparaison avec la France, il n'y a pas beaucoup de pierres malheureusement en France qui sont après utilisées pour la bijouterie. Actuellement, si vous savez, il y a quelques-unes, mais bon, ça sera un autre sujet. Avec Anne, hein, absolument. Et alors, tout à fait. Le voyage, il était prévu pour faire différentes choses. Bien entendu, découvrir les pierres, découvrir la région, découvrir la culture qui est très liée avec les pierres. Il faut savoir qu'en Russie, vraiment, la pierre, ça fait partie des choses très profondes en nous, parce que nous avons des contes qui parlent des pierres, de différentes pierres. Nous avons un auteur qui a écrit des romans, des nouvelles sur les pierres. C'est très intéressant, c'est très ancré dans la culture, et depuis toujours en Russie. Et j'ai pris contact avec nos collègues gémologues russes, et qu'ils ont dit qu'ils font déjà des petits voyages comme ça, soit pour d'autres gémologues, soit pour les amateurs qui aiment bien les pierres. Et l'idée, elle était de faire déjà de partager les connaissances, de découvrir les copains, d'échanger, de rester en contact avec eux, et bien entendu en essayant par notre intérêt commun. Et notre intérêt commun, ce sont les pierres, et apprendre les pierres, comment elles sont et où elles se trouvent. À la finale, ce que tu essaies, c'est de faire partager un patrimoine un petit peu commun. C'est-à-dire qu'eux, ils ont un travail, ils ont la matière première. Tu vas nous expliquer d'ailleurs un petit peu comment ça se passe, parce que c'est assez extraordinaire. Et nous, forcément en Europe, on n'a quand même pas toutes ces pierres-là à disposition. Donc ça permet de s'immiscer, de rentrer dans ces mines et d'avoir aussi tout le savoir, parce que depuis quand même quelques centaines d'années, travaillent ces pierres-là. Oui, depuis toujours. En effet, même quelques centaines d'années, c'est très bien dit, parce que depuis beaucoup de temps, avant qu'il y ait des usines ou des fabriques qui ont commencé à travailler cette pierre. Actuellement, je peux parler de cette mine d'émeraude, en quoi elle est intéressante, et j'essaie de comprendre toujours, répondre à la question pourquoi on ne voit pas beaucoup de pierres sur le marché d'émeraudes russes, pourquoi elles ne circulent pas autant sur le marché. Cette mine, c'est une bande de quelques kilomètres, et c'est là qu'on extrait les mines. Elle était découverte en 1830. Et depuis la découverte, on essaie d'extraire les pierres. Mais bien entendu, ce n'était pas tout de suite automatisé. Actuellement, c'est une grande fabrique qui produit, qui extrait les émeraudes, le béryl. Elle extrait exactement le beryllium. Et toutes les pierres qui sont extraites, elles ne sont pas forcément utilisées en joaillerie, elles ne sont pas pour le ornement. Cette mine appartient à l'État, et l'État produit surtout le beryllium. Ça veut dire que toutes les pierres qui sont extraites, elles sont utilisées autrement pour les besoins de l'État, tout simplement. Et les pièces qui sont les plus belles, elles sont utilisées pour la joaillerie. Alors, c'est un très petit pourcentage par rapport au volume de béryl extrait par an. Oui.
Oui, en effet, la terre appartient à l'État. Le sol, c'est-à-dire le sol appartient de l'État. Seulement l'État, il a le droit d'extraire les émeraudes et les pierres qui se trouvent dans le sous-sol. Il y a eu récemment quelques lois qui ont confirmé ça. C'est-à-dire les personnes qui veulent, selon leur propre souhait, trouver quelque part un tas et chercher les pierres, c'est interdit. C'est interdit. Pour cette raison-là, il vaut mieux d'être accompagné par quelqu'un pour ne pas avoir des soucis en s'aventurant dans les forêts de l'Oural et en creusant des trous. Oui, c'est un peu partout pareil, je trouve, entre l'État qui s'en mêle. Ce qui est intéressant, c'est que là, on est dans un site d'une forêt qui est utilisée par l'État, où on creuse. Et donc, je comprends que le minerai n'a pas de vocation à la joaillerie, mais de toute façon, les pierres n'ont jamais vraiment une vocation. Ça représente un pourcentage très faible. Et toi, quand tu vas là-bas et que tu rencontres les gémologues, comment ça se passe? Quelles sont les étapes que tu peux faire visiter et quels sont le suivi qui se passe? Mais il faut quand même juste redire, j'aimerais bien revenir sur le sujet de gémologie, parce que c'est un métier très récent. Comme en France, pareil, il n'y a pas beaucoup de personnes qui sont gémologues. C'est-à-dire, j'essayais de me mettre en contact, en effet, avec le groupe des professionnels comme nous pour parler la même langue, le même langage, les mêmes intérêts. On n'est pas toujours porté sur la valeur de la pierre. On est porté souvent sur sa rareté, sur la provenance, parce que par ces moyens-là, on découvre la culture, on découvre d'autres choses. Je vais un petit peu décrire cette mine qui est, pour vous dire, elle est ouverte pour les visites depuis très très peu, depuis 2017. Et avant, c'est une mine qui était fermée. Elle avait l'importance stratégique pour l'État, il n'était pas possible de la visiter. C'est-à-dire que quand on est allé la visiter la première fois en 2018, c'était juste une année après l'ouverture officielle, après la possibilité de visite de cette mine-là. C'est une grande fabrique. Et il y a des tunnels où on extrait le minerai. Après, il y a les tables de tri, il y a les salles, oui, l'usine et le mine. Voilà, c'est fait à la main par les dames. Vous pouvez trouver facilement sur Internet, d'ailleurs, les vidéos en mettant... La mine s'appelle, d'ailleurs, c'est Maléchevo. J'ai déjà vu moi-même, c'est pas moi qui ai produite, mais il y a une vidéo qui circule, comment le processus de l'extraction des émeraudes de l'Oural. Ce sont des femmes qui font sur le tapis, ils sélectionnent les échantillons intéressants et moins intéressants. Par la suite, il y a bien entendu, il y a l'expertise des gémologues qui vraiment, dans un premier temps, c'est fait au visuel, tout simplement. Est-ce que le morceau peut être intéressant ou non? Il faut savoir que les morceaux sont pas nettoyés, il y a beaucoup de roches-mères et il faut encore gratter pour réaliser réellement est-ce que la pierre elle a une valeur quelconque. C'est-à-dire, il y a le premier choix visuel. Après, ce sont les gémologues qui regardent et les personnes qui vont les nettoyer, les pierres. Et par la suite, il y a un expert qui leur donne la valeur par rapport à leur couleur. Déjà, leur couleur et la présence des inclusions. En Russie, il y a 5 couleurs possibles, du plus foncé au plus léger. Et tout ce qui va être au-dessous de la couleur la plus claire vont s'appeler le béryl vert. On n'est plus, c'est-à-dire dès que la couleur perd son intensité, la pierre, on ne peut plus l'appeler béryl vert. En Russie d'ailleurs. Par contre, je sais qu'en France, la même pierre avec présence de chrome, elle peut être appelée encore émeraude tout en étant très 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 claire. En Russie, ce n'est pas possible. Donc là, on est sur le tri qui est fait par des femmes. 2, des gémologues interviennent. Les experts. Non, après, c'est d'abord nettoyage. Nettoyage. Et après, les experts. D'accord. Est-ce que les brutes sont gardées telles quelles? Est-ce qu'il y a des ateliers de taille où j'ai compris qu'ils étaient un peu dégrossis pour mieux voir la qualité? Donc, toi, tu me dis, de ce que je comprends, c'est qu'il y a une classification à la couleur. Oui.
Et cette classification, parce que l'émeraude de l'Oural, c'est déjà une classification, mais les gémologues russes reclassifient et mettent un ordre. Alors, pour dire, ce n'est même pas les gémologues qui classifient, c'est l'État qui classifie. Et pourquoi on classifie? Parce que nous sommes le pays producteur. Et pour produire ou envoyer quelque part les pierres, il faut connaître, au lieu de dire c'est une pierre, celle qui est devant moi, un peu verte, avec un peu de clarté, on va dire c'est une pierre numéro 4. Et cette numéro 4, elle va déjà définir qu'elle est de cette couleur-là et de ce volume-là possible d'inclusion. Parce que nous sommes, comme je vais vous redire, c'est un pays producteur et on avait besoin des codes plus précis pour se parler. Surtout la Russie, elle est très grande, entre le joaillier de très très loin et joaillier qui ne peuvent pas se voir. Et bien entendu, il y a les codes pour les émeraudes, mais nous avons aussi les codes pour d'autres pierres qui ne sont pas utilisées en France. Et c'est une des raisons pourquoi il est difficile de se comprendre entre un joaillier ou même gémologue français et gémologue russe, parce que nous n'avons pas les mêmes classifications, mais qui se rapprochent, mais nous avons peut-être un peu de classification plus qu'un pays qui n'est pas producteur. C'est assez normal puisque le pays est producteur, a une spécialisation, a une gamme. C'est un peu comme les perles noires de Tahiti. Nous, on la voit noire, mais eux, ils la voient verte, ils la voient de toutes les couleurs, de toutes les formes. Et c'est pour ça que ce pays-là est presque à l'initiative de cette classification. Et après, pour nous, c'est plus compliqué de le comprendre parce qu'une émeraude, elle vient au bout du monde, de Colombie, d'Inde et maintenant de l'Oural, on a compris. Mais en fin de compte, elle est beaucoup plus riche que ça. Et ça, c'est bien parce que je trouve que ça a même un côté très concret. C'est un critère qui est physique. Oui, tout à fait. C'est pour la praticité des choses. C'est fait pour ça, pour ne pas perdre son temps. Voilà. Parce qu'on parle du commerce, parle de la production, pour cette raison-là. J'aimerais juste revenir aussi sur le voyage, parce que vous allez trouver aussi une petite vidéo sur YouTube. Et si vous tapez Oural 2020, Oural 2010. Si vous tapez Oural 2018, vous allez trouver un petit aperçu du voyage qu'on a réalisé avec les gémologues de notre association, parce que nous sommes partis. C'est-à-dire, l'intérêt, il était qu'on soit moitié de l'étranger, d'ici, de France, et moitié, c'était les Russes, ce qui a permis un très grand échange. D'ailleurs, voilà, le lien va être dans la... Vous allez trouver le lien sur le petit voyage dans l'article. Alors, après, toi, quand tu pars comme ça te demande un sacré travail pour rencontrer ces spécialistes. Après, ça doit être très enrichissant sur place d'échanger, parce qu'on a chacun une vision des pierres qui est presque producteur et presque professionnel pour un gémologue, qui est un peu dans le côté collectionneur ou dans le côté revendeur. Comment se passent les échanges? Comment vous arrivez à échanger en parlant pierre? En gémologie, je ne sais pas si quelqu'un de gémologue qui va m'écouter, mais on cherche toujours les petites informations qui n'est pas connue à son collègue. Il faut savoir que le monde de gémologie, ça bouge beaucoup et constamment parce qu'il y a de différents traitements qui arrivent sur le marché. Il y a différentes astuces qui sont utilisées pour embellir les pierres encore. Et nous, quand on se rencontre avec nos collègues, on essaie toujours s'échanger de nouvelles techniques qui arrivent sur le marché. Et c'est exactement pareil, on veut toujours savoir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur, pourquoi ça s'est créé de cette façon-là, qu'est-ce qu'il peut attendre, quelle était la meilleure de cet endroit, de cette extraction. En gémologie, exactement pareil, pour les émeraudes. Et pourquoi il va y avoir que cette inclusion-là? Est-ce qu'elle va être identifiante? Comment je peux distinguer que cette pierre, que c'est une émeraude de l'Oural et pas d'un autre pays? Toutes ces questions-là, on a beaucoup d'échanges et c'est constamment et c'est très enrichissant, intéressant. Quand tu es là-bas et que vous faites ces échanges-là, tu pars avec des gémologues ou tu pars avec des amateurs?
Notre guide, par exemple, c'est un minéralogiste. Nos métiers se croisent beaucoup parce qu'en effet, entre pétrologie, minéralogie, gémologie, nous ne sommes pas très loin et d'ailleurs, on a beaucoup à apprendre sur d'autres métiers. Et de cette façon-là, notre guide, il était minéralogiste. Et d'ailleurs, il nous a raconté des choses qu'on n'avait pas connaissance, ou bien tout simplement, on avait une connaissance très superficielle. Ça nous a permis de comprendre encore plus comment ça se développe. Et je pense qu'il faut absolument que les guides soient bien, qu'ils maîtrisent bien le métier. Ça ne pas le guide et la force de ce guide-là, il n'est pas tout simplement un guide touristique, il connaît la matière. Il est spécialiste, il connaît la matière. Par ailleurs, je me suis rendu compte aussi que, par exemple, c'est moi qui ai assuré la traduction. Je ne pouvais pas confier cette tâche à qui que ce soit, parce que la personne qui traduit et qui ne maîtrise pas le sujet, elle ne pourra pas traduire les termes techniques. Nous sommes quand même constamment en termes techniques, en parlant des pierres, en béryl, en émeraude, en hydrothermal et en différentes explications. Et la traduction doit être assurée par une personne qui maîtrise le sujet exactement. Nous sommes vraiment un métier assez particulier, un peu assez, je ne sais pas comment dire. De spécialiste. Vraiment un métier de spécialiste. Alors, ça nous a permis, la chose la plus amusante et intéressante, c'est peut-être qu'on a vraiment cherché les pierres. C'est-à-dire qu'on nous a permis, c'est vrai, bien surveillé, c'est bien encadré, on nous a permis de faire la prospection. On avait notre tamis et on a pu chercher les pierres et trouver de nous-mêmes les petites émeraudes parce qu'il y a un endroit qui est spécialement dédié à cette tâche-là. Les pierres sur place actuellement, on ne peut pas acheter. Par contre, il y a les revendeurs chez qui on peut acheter officiellement. Il faut faire très attention, il faut vraiment acheter chez les personnes qui sont autorisées de le faire, ce qui est fait exactement par l'État pour prévenir cette recherche personnelle et la revente des pierres, la revente des sols qui appartient à l'État. Il y a une mainmise, comme dans tous les pays, dans beaucoup de pays de l'État. Et ce qui est peut-être logique, pourquoi pas ailleurs et pas en Russie comme dans d'autres pays. On peut découvrir, c'est-à-dire qu'on a retrouvé les pierres, mais on était obligé de les rendre. Par contre, on a pu acheter chez les revendeurs officiels ces pierres-là, mais il faut passer par il faut faire un petit certificat. Et ce qui permet que notre lien avec les gémologues russes, il nous facilite la chose. Ils nous aident, par exemple, on peut leur confier la pierre, ils peuvent faire tranquillement l'expertiser eux-mêmes d'ailleurs, c'est eux qui délivrent le diplôme, le certificat, et par confiance, ils vont nous renvoyer la pierre déjà certifiée. Par la suite, oui, pour le moment, il n'y a pas d'autre moyen pour le faire. Il y avait quelque chose. Toi, avec ton passé de gémologue et cette binationalité que tu as, est-ce que tu as vu en France des gens qui revendaient des pierres comme ça et qui savaient en parler, ou est-ce que toi, tu trouves que pour l'instant, c'est encore une pierre qui est assez méconnue, mais sur lequel, puisque tu organises des voyages et tu t'es positionné un petit peu dans cette recherche, dans l'aspect de pédagogie avec cette pierre? Bien entendu, parce que, comme j'ai déjà dit, l'émeraude, elle n'est pas très connue. Déjà, l'émeraude russe, quand tu parles de l'émeraude russe, tout le monde s'étonne. Personne ne sait qu'il existe les émeraudes en Russie. Mais comme j'explique qu'elle ne sort pas sur le marché pour la raison un petit peu de production autre que pour la beauté de cette pierre-là. Elle est utilisée pour le beryllium. En Russie, ici en France, je ne rencontre pas. Même en Russie, il y a seulement les entreprises qui sont autorisées, ils ne sont pas nombreux, avec qui d'ailleurs je travaille, qui peuvent les vendre. Il n'y a pas d'autres entreprises. Il y a peut-être au maximum 5 entreprises officielles qui peuvent revendre cette pierre-là. Et cette mine-là, quand il extrait les pierres, ce n'est pas forcément elle qui va tailler. Il y a une petite gamme de bijoux qu'il présente, mais très basique. Et après, ils revendent par lot aux entreprises qui ont l'autorisation de commercer avec cette mine-là.
Est-ce que tu as vu, Irina, quand tu es là-bas dans ce pays, est-ce que tu en profites pour regarder d'autres pierres? Est-ce qu'il y a d'autres pierres qui t'ont intéressé, ou d'autres mines, ou d'autres endroits qui sont susceptibles de t'intéresser pour justement un petit peu aussi bien de la pédagogie, mais aussi bien pour procéder à des échanges commerciaux? Mais bien entendu, moi personnellement, je suis beaucoup intéressée par les pierres ornementales. Parce que je trouve que les pierres ornementales russes, ils sont d'une telle variété, d'une telle couleur, d'une telle beauté, et qui sont très peu présents en France, et je trouve qu'il faut les valoriser. Ça, c'est ma petite faiblesse personnelle. Et en Russie, il est présent énormément de pierres qu'on ne voit pas ici en France. D'ailleurs, vous pouvez regarder sur mon site une petite palette des pierres qu'on se trouve en Russie. Bien entendu, ce n'est pas exhaustif. Vous trouverez aussi le lien, c'est IGEM. Alors, Irina, moi, quand on s'est rencontrés et que tu m'as parlé de cette émeraude de l'Oural, en même temps, tu étais tu m'as parlé des autres pierres que l'on trouve. Comme dans les autres mines, on trouve toujours des pierres qui accompagnent d'autres gemmes. J'aimerais que tu puisses nous en toucher 2 mots parce que c'était assez riche comme terre. Oui, cette mine-là, il ne produit pas que des béryls. Hein. Elle produit aussi les alexandrites, les fameux alexandrites de Russie qui sont malheureusement qu'il n'y a plus. Mais bon, on y retrouve. C'est une pierre très rare. Elle est beaucoup plus chère qu'émeraude d'ailleurs à l'achat. Il y a des spécimens de très belle qualité. J'ai vu, c'est magnifique, mais ils sont, pour vous dire, c'est assez cher. Alexandrite, et il y a la pierre qui s'appelle phénacite. Alors, la particularité de l'alexandrite, si vous ne connaissez pas, c'est de la famille de chrysobéryl et elle change de couleur. C'est ça qui est intéressant. Elle peut être un peu rouge, rosée, sous la lumière de bougies. Et la journée, elle prend la couleur verte. C'est une pierre. D'ailleurs, elle est appelée en honneur de notre tsar Alexandre, d'ailleurs, pour vous connaître, pour que vous puissiez connaître. Qu'est-ce que c'est? Non, c'est la même mine que les émeraudes, ça se retrouve au même endroit. Ce sont les pierres de différentes tailles. Quand elles arrivent sur le tapis, comment les femmes arrivent à faire le choix? Sur le tapis, les pierres, ils sont vraiment pas jolis. Ils sont vraiment comme des cailloux marrons. On se posait même la question avec notre groupe, comment il arrive bien voir que c'est une émeraude, parce on aurait dit que ce sont les cailloux noirs, marrons, tout simplement. Mais voilà, c'est par expérience, ils savent comment trier. Soit, je ne sais pas s'ils voient à travers la pierre, soit ils voient qu'il y a un petit coin qui se pointe verte, ils imaginent que c'est déjà un cristal qui est à l'intérieur. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme... Après, il y avait une autre pierre où je t'ai arrêté. L'autre pierre. Alors, il y avait 2 pierres, en effet. Il n'y a pas 2. Alexandrite, par contre, il faut dire qu'il y a beaucoup de différents minéraux en plus. Il n'y a pas que beryllium, il y a d'autres minéraux. C'est vraiment une ligne où il y avait beaucoup de pression et ça a permis vraiment de faire une soupe de minéraux. C'est vraiment quelque chose qui est très fort et c'est une terre qui est très riche en minéraux. Il y a alexandrite, il y a phénacite, il y a euclase parmi les gemmes, parce qu'il y a d'autres pierres, il y a d'autres minéraux, mais elles ne produisent pas les gemmes, pour vous dire, dans cette ligne, dans cette bande de mines. Les 2 pierres dont tu as parlé, elles sont comment? Alors oui, phénacite, c'est une pierre russe, elle est incolore, elle a de la dureté de 7, c'est une pierre qui peut être utilisée en joaillerie. Tout à fait, c'est une très belle pierre, mais elle ne circule pas beaucoup, il n'y a pas beaucoup en joaillerie, malheureusement. Souvent, on peut la confondre avec synthèse, mais c'est une pierre naturelle, phénacite, et on la confond par son nom. En Russie, phénakite, ça veut dire pierre synthétique. Alors, c'est un peu mal tombé, mais je pense qu'il faudra juste retenir que phénacite, on ne va pas les embrouiller. C'est une pierre naturelle, phénacite, et elle est incolore.
Et c'est une imitation naturelle de diamant. Elle peut être utilisée comme pierre, comme remplacement de la pierre naturelle de diamant. D'accord. Cristal de roche, diamant, des choses. Voilà, mais comme elle est de dureté de 7, il a une belle brillance cette pierre-là. Mais bien entendu, elle ne sera pas à la hauteur de diamant. Mais pour les personnes qui aiment la couleur, que ce soit en couleur, sans présence d'inclusion et naturelle, ça peut être un bon substitut, tout à fait. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme pierre? C'est à peu près ce que vous avez vu? Oui, je pense qu'on va se concentrer sur ça, parce qu'il y a d'autres choses. Là, si on parle, je ne sais même plus comment construire. C'est bien pour dire qu'il y avait une veine. Alors, et pour revenir au voyage, bien, on ne voit pas que cette mine-là. Nous avons vu, par exemple, nous avons vu la production des grenades hémantoïdes. Nous avons vu des... Tiens, tu sais ce qu'il fallait que je dise avant de les nommer? Il faudrait que je les nomme, parce qu'on a une dizaine, quinzaine qu'on a vu. Mais choisissons la grenade démantoïde, elle est parlante. Alors, visuellement. il y a des corandons, ça veut dire qu'il y a des saphirs qui sont bleus, mais pas la qualité joaillerie. Nous avons pu les voir de nos propres yeux en les extrayant de terre. C'est très joli, les gros corandons, peut-être au diamètre 10. Ce sont de gros morceaux. Des brutes, bien entendu. Ce sont les cristaux naturels. On avait la pioche et on devait creuser, tout simplement. Nous avons vu les quartz de différentes quartz à inclusion à tourmaline, les quartz multicolores en druse. Nous avons vu des pyrites, nous avons vu des tourmalines, nous avons vu des... ça m'échappe, mais beaucoup d'autres minéraux. Et ça, on part maintenant d'un côté même minéralogique que je ne maîtrise pas tant que ça. Avec nous, il y avait des personnes qui avaient plus de connaissances en minéralogie, mais bien entendu, ce qui est étonnant, c'est de trouver un petit bout qui pour toi, personnellement, est plus cher que sa valeur, parce que c'est un souvenir, que sa valeur réellement, ça ne coûte pas 1 euro. Mais c'est parce que c'est toi-même qui as cherché, qui as creusé, que tu l'as trouvé. Ce petit bout, tu l'as lavé dans l'eau. Le processus d'effort, de marche d'abord dans la forêt pendant 1 heure, pas forcément par tout le temps, mais de temps en temps 1 heure, mais le bus nous approchait quand même assez près. Aussi, on a visité une mine d'extraction d'or. Mine d'or, tout à fait. On n'a pas pu rentrer et je pense qu'il n'y a pas de visite de souvenir dans la mine, mais on a vu les champs et on a vu la partie technique des mines. Et en même temps, on a vu les pierres, les minéraux accompagnateurs des mines. C'était très intéressant. C'était les ardites. Je ne sais pas comment on peut traduire. Ce sont les serpentines. Accompagné avec inclusion de pyrites. Voilà, c'était très intéressant ce qu'il nous a raconté le guide. Et on a visité les mines d'or. Pour l'extraction, Irina, vu que c'est un pays qui est très au nord, est-ce que l'extraction a lieu toute l'année, dans des conditions même difficiles, ou elle ne se fait que sur certains mois, sur une certaine période? D'après ce qu'on a pu apprendre et comprendre à la mine, ce sont des miniers qui extraient le beryllium et les terres. Et on nous a expliqué que quand vous descendez sous terre, la température elle est constante. Elle ne change pas. C'est-à-dire la terre de l'extérieur, elle subit, il fait froid ou il fait chaud, mais dans la mine, la température elle est constante. Irina, à combien descendent les mineurs dans ces mines? Alors, de souvenirs, on peut trouver sur le site de la mine de Maleševo, je pense que 250 mètres. Actuellement, il extrait à 250 mètres. Après, certainement, il y a les limites, mais c'est déjà beaucoup. C'est déjà beaucoup. Donc vous avez pu descendre dans ces mines-là Il y a des mines, disons, de présentation. On nous a montré le matériel qui est utilisé. On peut observer le matériel. Il y a des tas de minerais, mais dans les mines même, non. Je pense que pour les raisons de sécurité, pour les raisons peut-être de sécurité tout court.
Nous, j'essaie d'instaurer, ça réussit bien, notre échange entre nos deux écoles de gémologie. C'est-à-dire quand il vient, et on a déjà organisé la dernière fois une conférence où nos collègues ils nous ont parlé vraiment des pierres de Russie. J'insiste que ce soit des pierres de Russie. Et de notre tour, de notre côté, j'organise les visites tout ce qui est lié avec la gémologie ici à Paris ou en France d'ailleurs, c'est-à-dire les grandes maisons. Les grandes maisons nous ont reçus ici à Paris, les, les tailleurs de pierre. Aussi, nous avons vu, tout à fait, on a visité les musées, on a visité Drouot. Bon, le programme était bien chargé, ils sont partis ravis. Ils devaient vraiment revenir pour le mois d'avril et malheureusement, ça ne s'est pas fait. Mais surtout, c'est pour l'échange. Quand il vient, nous essayons toujours d'organiser une conférence déjà pour nos deux écoles et on ouvre aux personnes qui sont intéressées. C'est pour ça qu'on vous propose vraiment de suivre toutes les manifestations qu'organise notre association gémologique. Parfait. Je crois que là, on est resté un petit moment ensemble. On a bien compris le côté pédagogique et moi, c'est ce que j'aime chez Irina. C'est-à-dire qu'on n'est pas du tout sur un trafic, sur le côté commercial. C'est pas du tout là-dessus sur lequel Irina travaille en relation avec les gémologues russes. Idem avec les gémologues français, puisqu'il y a un esprit de présentation, d'échange. On en parlera. Comme ça permettra de faire connaître ces pierres du Russie qui sont... Et alors moi, comme je les ai sous les yeux, je sais combien elles sont belles. Je sais comment... l'émeraude ne m'a pas séduite, mais je sais comment celle-ci est extrêmement séduisante, comment elle est captivante de par sa couleur, de par sa brillance. Donc si un jour vous avez à découvrir cette pierre-là, n'hésitez pas.